C'est une affaire culturelle et sociale, l'alimentation, parce qu'on dit toujours on commence toujours des interventions comme ça générales sur l'alimentation en disant l'alimentation c'est la fonction biologique primordiale. C'est vrai, les individus ne peuvent pas survivre, donc ils ne peuvent pas se reproduire s'ils n'ont pas satisfait leurs impératifs nutritionnels. Mais je veux dire, la dimension, la fonction sociale, culturelle, symbolique, etc., c'est pas en plus. C'est pas une espèce de luxe supplémentaire. C'est aussi la fonction sociale première, parce que, pratiquement première, parce que justement c'est un impératif biologique tellement important. C'est-à-dire qu'une société humaine, un groupe humain ne peut que se constituer que sur la base d'un partage, d'une recherche et d'une collecte de la nourriture commune, une coopération, et donc sur la base d'un partage des ressources communes. C'est ça la base l'une des bases fondamentales, sinon la base fondamentale de toute organisation sociale. Donc la question de la répartition, donc de la justice sociale, elle est fondée là-dessus. Donc on ne peut pas dissocier ça de la culture et de la société. Alors, il y a, dans le religieux, il y a toujours d'un côté ou un autre une dimension alimentaire, pureté, jeûne, abstention, prescription, prohibition, etc. C'est le plus gros ou l'un des plus gros marchés de la planète, l'alimentation. C'est la source essentielle, où ça l'a été pendant depuis que l'homme est homme, la source essentielle d'anxiété, de stress, mais aussi de gratification, de plaisir et d'échange et de sociabilité. Et bon, bref, voilà. Donc c'est un phénomène qui est un phénomène total, et un phénomène biologique, et un phénomène social absolument total et central. L'une des conséquences de cette dimension fondamentale, par exemple religieuse de l'alimentation, c'est que tout discours sur l'alimentation, pratiquement, a un contenu moral, ou en tout cas éventuellement moralisateur. Les prédicateurs, historiquement, ont souvent fait appel à la réforme des habitudes alimentaires pour réformer la moralité et les mœurs, se nourrir correctement, etc. Je pense aux États-Unis, grands prédicateurs du début du XIXe siècle, Sylvester Graham, etc. Mais enfin, tout le monde a quelque chose à dire sur l'alimentation, pas seulement les prédicateurs religieux, mais les utopistes. Par exemple, Thomas More, dans l'Utopie, il vous explique qu'on doit manger en commun, dans des grandes salles à manger, et le régime alimentaire dicte l'état moral des populations, parce que si on mange des choses qui sont sanglantes ou sanguinolentes, on va être agressif, etc. C'est dans Rousseau, c'est partout. Donc vous êtes ce que vous mangez, au niveau collectif, au niveau individuel. Les Anglais, dit Rousseau quelque part, sont un peuple grossier et brutal parce qu'ils mangent de la viande saignante. Alors, inversement, évidemment, des populations qui se nourrissent de fruits et de douceur ont un tempérament équivalent. Bon, donc je suis ce que je mange et je peux dire ce qu'est l'autre, je crois pouvoir dire ce qu'est l'autre à partir de ce qu'il mange. Alors je formule très volontiers des jugements d'exclusion à partir de jugements sur les odeurs ou les parfums ou le caractère plus ou moins choquant de ce que l'autre groupe mange, et le voisin, éventuellement l'autre, est toujours un mangeur de quelque chose. Alors nous sommes les mangeurs de grenouilles, ils sont les roast-beef, les autres sont les mangeurs de choucroute ou de pommes de terre, ou les dorifores parce qu'ils mangent des pommes de terre, les macaronis, etc. Donc on a toujours caractérisé l'autre, en général de façon d'ailleurs dépréciative. Je crois que c'est une idée qu'il faut quand même interroger assez sérieusement, parce que nous, ce qu'on fait, c'est justement de comparer de façon aussi fine que possible des cultures et des sociétés des pays occidentaux, jusqu'à présent, européens et américains, et on se rend compte que, en réalité,
il y a des différences absolument radicales qu'on peut mesurer quantitativement et qu'on peut observer qualitativement sur le plan des idées, des discours, des pratiques. Et je pense que ce qui est très important, c'est d'interroger non pas seulement les aliments, les nutriments, les ingrédients, et de vérifier la quantité de consommation, etc., mais ça on peut le faire aussi, mais il faut interroger les usages. C'est-à-dire, il y a des différences considérables au sein du monde occidental. Il y a des différences considérables au sein du monde occidental, c'est ça. Non, donc c'est pas, je ne parle pas nord et sud, je parle nord, là, ou, comme on dit assez souvent, ouest, hein, Western cultures. Alors, bon, sur ce qui est la dimension des consommations ou des aliments, des ingrédients, c'est très intéressant de voir ça, c'est-à-dire cette idée que on mange de plus en plus de viande à mesure qu'on devient de plus en plus prospère. Je pense qu'il faut étudier ça avec intérêt et se poser des questions, parce que si nous prenons la France, nous voyons que la consommation de viande, en fait, a plafonné dans les années 80 et que depuis, elle a soit stagné, soit décru, mais de façon importante. Par exemple, entre 99 et aujourd'hui, sur l'ensemble des viandes, on a un déclin qui est quelque chose comme de 20%. Quand on regarde les consommations quotidiennes ou disons annuelles per capita, on voit qu'on en est à 15 ou 16 kilos en France de viande de boucherie ou de viande bovine, et on en est au double aux États-Unis. Et puis, si je prends un pays qui a la plus forte consommation per capita, c'est pas un pays, c'est peut-être un pays occidental, mais c'est pas un pays du Nord, c'est l'Argentine. Et on en est à 70 kilos par tête d'habitant par an. Donc, il y a des différences dans les systèmes de production, système agricole, système de consommation, système culinaire, suivant les pays, et que ces différences sont quelquefois assez fines, mais très significatives. Alors ça, c'est une différence qui est très intéressante. Alors ça veut dire que si on fixe un objectif inférieur à 100 grammes par tête et par jour, il y a longtemps qu'en France, on consomme plus que 40 ou 45 grammes en moyenne. Donc les professionnels s'inquiètent plutôt de ce côté-là. L'autre différence qui est tout à fait considérable, c'est la façon même de concevoir l'alimentation. Alors je dirais qu'il y a un phénomène qui est un phénomène global et qui est modulé de manière différente selon les pays et les cultures. Et je parle toujours du Nord ou de l'Ouest, n'est-ce pas? Mais enfin, il faudra inclure dans l'Ouest un certain nombre de pays de l'Est développés, par exemple le Japon ou autre chose. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a, par exemple, dans nos enquêtes, il s'agit de l'Europe d'un côté, 5 pays européens ou 6, et puis les États-Unis. On voit qu'il y a une différence absolument radicale, par exemple, entre la France d'un côté et les États-Unis de l'autre, quand on interroge les gens sur qu'est-ce que c'est manger pour vous. Les Américains répondent manger, c'est nutrition. Ils répondent en termes de nutriments. Ils disent manger, c'est se maintenir en bonne santé en faisant les bons choix. Ils parlent de choix constamment. Pour eux-mêmes individuellement, etc. Et donc ils sont dans une logique qui est d'ailleurs une logique historiquement tout à fait conforme à Max Weber, l'esprit du capitalisme, le puritanisme, le protestantisme, c'est-à-dire des individus libres, responsables, et qui sont dans un dialogue avec la puissance supérieure, qui est un dialogue singulier, sans intermédiaire, sans institution entre les deux, etc. Bon, donc je suis responsable, je suis libre, je veux avoir le plus de choix possible, et à moi de faire les bons choix. C'est vrai que je ne fais pas toujours les bons choix, la preuve c'est que souvent je porte sur moi la marque de mes mauvais choix. Et en face, à l'opposé, dans le spectre, si vous voulez, il y a deux pôles, il y a les Américains et il y a les Français qui sont vraiment une position très très marquée, pour qui manger vraiment, ça ne peut pas être manger tout seul, debout dans la rue, en faisant autre chose, etc. Dans ces cas-là, ils disent j'ai pas mangé. Vous rentrez chez vous le soir, c'est typique. Vous rentrez chez vous le soir, vous dites bon, allez, mettons-nous à table, j'ai pas mangé à midi. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce je n'ai pas mangé à midi? J'ai mangé un sandwich au comptoir du bistrot en face du bureau. Ça n'est pas mangé. Ça n'est pas mangé. Et ça reste extrêmement vivace en France. C'est-à-dire que manger par contraste, c'est donc qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient remplies, de temps, d'espace, c'est-à-dire qu'il faut que ça se passe dans un endroit ad hoc, de socialité, c'est-à-dire de participants. Apparemment, on peut manger seul aussi, mais enfin,
Alors là, dans aucune culture, on aime manger seul. Hein. Je veux dire, dans aucune culture, on a des données sur plusieurs cultures, on voit que manger ensemble, c'est toujours plus agréable que manger seul. Ça varie pas beaucoup. Mais pour les Français, il faut donc un horaire, un espace, des conditions matérielles, une séquence éventuelle dans le repas. Enfin, il faut que toute une série de conditions formelles et structurelles soient remplies pour que manger soit mangé. Et le manger qui ne s'opère pas dans ces conditions-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est réputé faire grossir, mais pas nourrir. Hein, c'est les enfants, tu ne vas pas manger des cochonneries avant l'heure du dîner, ça va te couper l'appétit. Donc il faut avoir l'appétit pour manger dans le repas, etc. Ça, c'est une dimension très caractéristique des cultures dans lesquelles le repas est considéré comme la façon légitime de s'alimenter, collectivement, et dans lesquelles, finalement, manger n'est jamais une forme de consommation comme une autre. C'est une forme de consommation tout à fait particulière qui vous intègre dans un collectif et finalement, si vous ne faites pas comme les autres, vous vous excluez vous-même de cette situation que nous appelons commensale, de commensalité, le fait de partager une table ou un repas. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, dans le monde occidental, dont on parle en bloc, comme ça, à l'échelon planétaire, il y a deux conceptions qui sont tellement radicalement différentes que finalement, tout les oppose. Un, je suis un consommateur libre et responsable, donc je dois faire attention à tout ce que je mets dans ma bouche, chaque molécule, j'en suis responsable, c'est de ma faute si ça ne marche pas, si je n'ai pas la santé, l'expérience de vie, la taille, etc., l'apparence. Et de l'autre côté, pour caricaturer, enfin c'est un univers, une culture dans laquelle manger c'est une affaire qui vous engage vis-à-vis des autres. Ces structures, si vous voulez, qui sont quand même assez différentes, passent un certain nombre de forces, de dynamiques qui sont les mêmes. Et donc qui produisent des effets qui sont tendanciellement analogues, mais qui évidemment sont modulés d'une façon différente par la réalité culturelle qui les reçoit. Alors c'est ça qui est très intéressant. Quels sont les phénomènes collectifs ? Les phénomènes collectifs, enfin globaux, disons, c'est un processus qui est avant tout un processus d'individualisation du rapport à l'alimentation. C'est-à-dire que même dans les pays ou les cultures où on pense collectivement le manger, je veux dire, même les Américains, il y a 30 ou 40 ans, ils faisaient des repas familiaux, assis, ça durait moins longtemps, il n'y avait pas une succession, on apportait tout plus ou moins en même temps, etc. Mais il y avait cette idée de s'asseoir à table, de partager, etc. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus ? Il y a eu un phénomène d'industrialisation et de transformation croissante de l'alimentation. On a finalement proposé aux individus, aux familles et aux femmes, qui étaient responsables de l'alimentation du foyer, même quand elles travaillent, de faire le travail à leur place. On a dit on va faire la cuisine à l'usine, manger, nous ferons le reste. On a même dit à un moment, on a dit mangez, nous ferons le régime à votre place. D'une certaine manière, on va vous faire des produits light, etc. Bon, ce processus de commodité croissante, convenience dans le jargon du marketing, est arrivé à des résultats absolument extrêmes aux États-Unis, où vous pouvez avoir, par exemple, maintenant des maisons qui sont construites, des appartements assez luxueux qui sont construits sans cuisine. Où j'ai montré dans mon exposé une photo qui est passée dans le New York Times, symbolique, mais d'une cuisine ultra-moderne avec des toiles d'araignée. Et l'idée qu'on abandonne la cuisine et qu'on s'installe sur le sofa, sur le canapé ou devant l'écran. Et le degré zéro de la préparation culinaire est représenté finalement par le simple assemblage de quelque chose qui ressemble à un sandwich et qui remplace toute élaboration. Donc voilà, on en est à ce stade suprême ou ultime du néant de la préparation culinaire. C'est le repas le plus fréquent dans les foyers américains, que ce soit pour le déjeuner dans les foyers ou au travail, que ce soit pour le déjeuner ou même pour le dîner, c'est le sandwich arrosé d'un soda, le plus fréquent. Bon. Ce processus vers plus de commodité, moins de travail, etc., il se produit partout.
Bon. Même là où Alors il survient avec un peu de retard, 10 ou 20 ans de retard en Europe occidentale par rapport aux États-Unis, mais est-ce qu'il produit les mêmes résultats? Ben non, il est modulé différemment. Et l'offre est différente, l'offre alimentaire, les usages sont différents. Alors, on peut montrer par exemple que les usages des fast-foods ne sont pas les mêmes dans les pays d'Europe du Sud qu'aux États-Unis. C'est confirmé par l'observation directe, c'est confirmé même par les entreprises elles-mêmes qui montrent par exemple qu'en France, 70% du chiffre se fait aux heures des repas dans les fast-foods. Alors qu'aux États-Unis, on mange toute la journée. Dans les parcs d'attractions comme Disneyland Europe, au début, il y a eu un problème parce qu'on avait construit les choses selon le modèle des parcs américains. Et pour régler, le problème dans les parcs, c'est de réguler les files d'attente. Donc, dans les attractions du genre Pirates des Caraïbes ou autre chose, il ne faut jamais qu'on ait l'impression de ne pas bouger, il faut toujours que ça bouge un peu, etc. Donc, ce qui est important, c'est que ça se distribue entre les attractions et entre les restaurants ou les offres diverses. Et là, en France, il y avait un problème, c'est que personne n'allait manger en dehors des heures de repas. C'était les Français, les Italiens, les Suisses. Il y a beaucoup d'Européens qui mangent aux heures des repas. Et donc, il y avait beaucoup de queues aux Pirates des Caraïbes et il n'y avait personne dans les restaurants. Puis quand arrivait midi et demi, 1h, alors là, c'était le contraire. Donc, on s'est rendu compte que finalement, il y avait des usages très, très, très différents. Donc, cette vague de la commodité ou de la convenience, elle couvre les pays développés, elle rencontre moins de résistance dans les milieux socialement et culturellement défavorisés parce que de la calorie bon marché et facile d'emploi et palatable, comme on dit, c'est-à-dire en gros sucré, salé, gras, etc., c'est finalement quelque chose qui est assez bon à prendre et facile d'accès et relativement tentant. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une bonne partie de l'industrie qui a joué ça à fond. C'est-à-dire comme on avait des gens qui finalement dépensent de moins en moins d'énergie dans les sociétés modernes, qui n'arrivent pas à faire baisser tout à fait autant les entrées et les apports énergétiques que les dépenses, c'est-à-dire qu'il reste toujours un petit surplus, mais il baissait quand même. Comment vous faites si vous êtes industriel pour arriver à gagner votre vie en vendant à manger à des gens qui mangent moins? Vous pouvez essayer de leur faire manger plus de calories. Donc vous augmentez la taille des portions, ça permet d'augmenter le nombre, la quantité absorbée, ça c'est vérifié. Mais il y a une autre stratégie qui est de dire on va faire de la valeur ajoutée en incluant du service dans les produits. C'est-à-dire on va faire la cuisine à votre place, on va faire le régime à votre place, etc. Et les deux stratégies, on voit, se sont distribuées différemment selon les marchés. Et dans les marchés européens et français en particulier, ça a été très fortement sur la valeur ajoutée par le service, certes, mais aussi éventuellement par la qualité, parce qu'il y a des marchés de niche en France de qualité qui n'existent pas ailleurs. Donc la part du budget des ménages consacré à l'alimentation est plus élevée en France que dans les pays de niveau de développement équivalent. Donc les Français sont prêts à dépenser plus pour avoir une alimentation de bonne qualité, gustative notamment. Enfin voilà, donc ces différences culturelles subsistent sur cette vague de la commodification, qui est un terme jargonneux, néologiste, etc., mais enfin qui dit ce qu'il veut dire, c'est-à-dire ça devient de plus en fait ça ne veut pas dire ça, la commodification, ça veut dire de la marchandisation de la nourriture en anglais, mais il y a aussi l'idée de la rendre plus commode d'emploi, etc., plus facile. Et tout ça se situe dans un contexte qui est le contexte de rapport de plus en plus individuel à l'alimentation. Alors, il faut dire un mot sur l'individualisme ou l'individualisation dans les sociétés contemporaines. C'est un gain extraordinaire, je veux dire, d'une certaine manière. On ne peut pas dire le contraire, c'est que l'individu est devenu autonome et dans toutes sortes de sphères de la vie quotidienne, on a acquis une autonomie et manifestement, on n'est pas prêt à revenir en arrière, je veux dire, dans le choix du conjoint, dans les façons de vivre. Voilà. Et dans le domaine de l'alimentation, d'une certaine manière, on peut aussi montrer que l'individualisme progresse, l'autonomie progresse, mais qu'avec eux, avec cet individualisme et cette autonomie, il y a des nouveaux problèmes.
Il y a de nouveaux problèmes, il y a les questions d'identité individuelle, de se définir, de se découvrir, de se trouver, de se construire, de se maîtriser aussi, parce qu'il y a une espèce d'hyper-contrôle, enfin toutes ces questions-là, l'apparence, le corps. Bon, on a étudié ça depuis les années 70, il y a de multiples essais qui ont été consacrés, d'études qui ont été consacrées à ces questions, mais quand vous arrivez dans le domaine alimentaire, là il y a peut-être une façon presque, une problématisation superlative. Parce que finalement, il y a deux choses qui sont en jeu. Il y a ce qu'on est soi-même et ce que sont les aliments qu'on nous propose. Et ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est qu'on se pose la question du choix et on se pose la question de savoir ce qu'on mange. Parce que si je suis ce que je mange, je veux savoir ce que je mange pour savoir ce que je suis. Et les consommateurs, les mangeurs, les individus se plaignent de plus en plus dans tous les pays développés de ne pas savoir ce qu'on mange aujourd'hui. Il y a une boîte noire. Nous mangeons des produits de plus en plus transformés. Une boîte noire entre le producteur et le consommateur. Voilà, les produits sont transformés, ils viennent d'ailleurs, ils ont subi des tas de process, etc. On ne sait pas ce qu'ils sont, qui les a touchés, qui les a manipulés, ce qu'on y a ajouté, ce qu'on en a retiré, etc. Et donc, finalement, qu'est-ce qui se passe dans cette boîte noire? On ne le sait pas, puis c'est très difficile à savoir. Donc on peut appeler ça traçabilité, étiquetage, tout ce qu'on veut, mais l'étiquetage le plus perfectionné ne satisfait jamais complètement cette inquiétude. Voilà. Et je crois que la chose absolument fascinante, c'est de dire que d'un côté, le marché favorise cette individualisation, cette autonomisation et ces problèmes de l'autonomie, parce que si vous êtes individu autonome, alors à ce moment-là, on vous dit vous avez le choix, et vous êtes responsable de votre choix, et vous êtes tiré de plus en plus du côté américain de la polarité que je décrivais tout à l'heure. Avec des linéaires. Alors, voilà, quelle différence. Voilà. Mais ce qui est absolument fascinant quand on y réfléchit, c'est que tout le discours, le souci de la santé publique, bienveillant, la bienveillance de l'État et des autorités diverses, d'un côté, les promesses du marché et des opérateurs du marché de l'autre, tout ça converge pour vous dire, monsieur, madame, vous êtes responsable vous-même, seul, personnellement, de tout ce que vous mettez dans votre bouche, et il va falloir que vous fassiez les bonnes décisions, que vous preniez les bons choix. Et c'est très difficile de faire des choix, parce que comment vous allez faire un choix rationnel? Un de nos interviewés aux États-Unis, un monsieur qui était très obèse, et col bleu dans une fonction subalterne, hein, il nous dit, mais écoutez, voilà, il y a la pyramide, on nous dit il faut manger souvent de ceci, pas souvent de cela, etc. Manger, c'est devenu une corvée, c'est devenu une tâche, c'est devenu un boulot. Il faut manger tant de ceci, tant de cela, etc. Moi, j'y arrive pas, je ne sais pas comment je peux faire, j'y comprends rien, etc. Et il est obèse, il est très obèse. Et il avoue son incompétence, son impuissance, son incapacité à faire des choix rationnels qu'on attend de lui. Et la réalité, c'est que finalement, dans l'histoire de l'humanité, ça n'a jamais marché comme ça. On mangeait ce qu'on mangeait parce que, pourquoi? Pas parce que ça contenait plus de bêta-carotène ou moins de calories ou plus de nutriments ou ceci, ça, mais on mangeait ce qu'on mangeait parce qu'on avait toujours fait comme ça. Et on mangeait à telle heure, les Français mangent à 54% tous les jours, des Français, 54% tous les jours sont à table en train de manger à 12h30. Alors pourquoi est-ce qu'ils mangent à 12h30 alors que les Anglais c'est à 13h10 et il n'y en a que 17,5%? Est-ce qu'ils mangent à 12h30 parce qu'ils ont plus faim à 12h30 que les Anglais à 13h10? Est-ce que vous les interrogez, ils vont peut-être trouver des raisons rationnelles entre guillemets pour dire ça fait 3 heures que j'ai pris mon petit déjeuner ou bien c'est l'heure au petit. Non, on mange à 12h30 parce qu'on a toujours fait comme ça, c'est l'usage, c'est l'usage. Et donc on n'y réfléchit pas, on ne le pense pas, on ne prend pas en termes de décision. Ou alors si on prend la décision, c'est de partir un peu plus tôt pour qu'il reste plus de choses à la cantine, à choisir, à manger. Donc voilà, nos comportements alimentaires ont été déterminés socialement et culturellement selon une sorte de script implicite pendant très longtemps et dans une large mesure. Et voilà qu'aujourd'hui on nous demande de prendre des décisions pour absolument chaque molécule qu'on met dans notre bouche, soi-disant rationnellement, selon des critères de scientificité qui sont quand même très très difficiles à évaluer. Il n'y a qu'à lire les étiquetages détaillés des produits alimentaires dans certains pays, et je n'imagine pas qu'on puisse espérer sérieusement un jour arriver à avoir des consommateurs qui
armé d'une part du paquet de l'étiquetage nutritionnel et d'autre part, il faudrait ça d'un ordinateur dans l'autre main, serait capable de dire voilà 27% des apports nutritionnels quotidiens conseillés en tel nutriment ou tel micronutriment. Je vais intégrer tout ça dans ma ration à l'échelle de la semaine ou du mois, et donc je vais prendre ce produit. Enfin bon, ça ne tient pas debout, ça n'a pas de sens. Désenchantement, c'était le terme qui était utilisé par Max Weber, le grand sociologue allemand, pour décrire, pour caractériser le fait que les sociétés occidentales modernes, à son époque, au tournant du siècle, disons, au début du XXe siècle, cessaient de croire au surnaturel, aux esprits, aux fantômes, etc. Et d'une certaine manière, l'alimentation a été désenchantée, ou elle est désenchantée de deux manières. D'une part parce qu'on l'a nutritionnalisée, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'au lieu de manger des aliments, on nous parle de nutriments, au lieu de nous parler d'aliments, on nous parle de nutriments, on décompose nos aliments, etc. Nos interlocuteurs américains dans nos enquêtes fonctionnent entièrement, presque exclusivement à base de nutriments. Ils ne nous parlent que de nutriments, ils nous parlent de protéines, de glucides, de lipides. S'ils nous parlent d'aliments, ils disent la viande, les légumes, etc. C'est comme des grandes catégories, mais on ne dit pas telle viande par rapport à telle autre ou tel légume par rapport à tel autre. On dit en gros les légumes c'est bon, la viande c'est mauvais, et c'est terminé. Donc on a vidé d'une certaine manière les aliments de leur contenu qualitatif ou même de leur réalité. Et de l'autre côté, d'une certaine manière, il y a une banalisation ou une trivialisation de l'alimentation au sens où elle est omniprésente. Il y en a partout, on n'y pense pas. On mange sans y penser, littéralement, de façon subliminale. Il y a un psychologue américain qui s'appelle Brian Wansing qui a écrit un bouquin avec un titre très, très agressif. Finalement, il dit « mindless eating ». Mindless, ça veut dire littéralement sans conscience, sans esprit, sans y penser, n'est-ce pas ? C'est mindless. Alors, en effet, il y a ce manger subliminal, ce manger que vous faites sans y penser, en téléphonant, en marchant, en parlant, machinalement, voilà. Un manger machinal, et ce manger machinal, il correspond à cette banalisation, à cette absence d'attention, à cette absence de sens donné à l'alimentation, sinon un sens négatif qui va tromper votre raison, vos sens, votre responsabilité, et que finalement il va vous condamner à dire finalement je suis responsable mais j'ai pas fait les bons choix. Et en face, de l'autre côté, si on porte un peu d'attention aux aliments, si on les valorise, si on fait attention à ce qu'ils sont, d'où ils viennent, comment ils ont été produits, quel goût ils ont, si on considère que le plaisir est légitime quand il est partagé, ça c'est un aspect idéologique absolument fondamental, parce qu'on divise d'habitude, fait des sweeping statements, des énoncés comme ça un peu globalisateurs, généralisateurs, en disant il y a des cultures qui apprécient le plaisir et d'autres qui le refusent. Moi j'ai l'impression que c'est pas ça, mais ce qui est très clair, c'est que le plaisir solitaire est quand même conçu problématiquement assez souvent, et le plaisir partagé, au contraire, il est légitimé. Partager le plaisir, c'est prendre plaisir au partage. Donc, c'est socialement quelque chose de valorisé. C'est être dans le monde et parmi les autres. Donc c'est ça, cette idée du désenchantement des aliments, évidemment, une fois qu'on la formule, on se dit comment réenchanter les aliments. Alors d'un côté, on a été trivialisé, on a vu les aliments trivialisés, banalisés, d'une part par leur réduction à des nutriments ou à des calories, et d'autre part par l'individualisation à outrance, qui est un effet du marché, avec les promesses qui s'adressent à tous et à chacun et qui disent « mangez mon produit, vous vivrez plus longtemps, prenez le mien, vous résisterez mieux ». Voilà. Et je vous facilite la tâche et je vous promets la santé, etc. Et faites le choix individuellement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'incitation comme ça générale qui nous tombe dessus à faire des choix individuels. Et ce qui me paraît intéressant, c'est de dire finalement aux gens qui font le marché, aux industriels, et aux gens qui sont responsables de la santé publique, aux gens qui sont responsables de l'aménagement de notre monde physique, de nos villes, de nos
de notre système de distribution, si vous voulez, finalement, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à des politiques qui prendraient en compte non seulement les nutriments, non seulement les calories, non seulement les ingrédients, les aliments que nous consommons, etc., pour notre santé, en essayant de calculer combien les rations, etc., mais aussi les usages de ces produits et de nos produits, c'est-à-dire de dire, au lieu par exemple de transformer la cantine scolaire en un endroit où pendant 20 minutes, dans un bruit infernal, on demande à des gamins qui n'ont peut-être pas la maturité cognitive de choisir, de faire les bons choix soi-disant rationnels, au lieu donc de faire ça, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'envisager de nouvelles formes, je ne veux dire pas de retourner au passé, parce que personne n'a envie de renoncer à son autonomie individuelle, ni de revenir à des cantines de jadis qui étaient régimentées et casernées. Mais où on prenne en compte la qualité organoleptique, gustative des produits autant que leurs caractéristiques nutritionnelles, qu'on ne rende pas les gamins dès un très jeune âge responsables et coupables de ne pas suivre les bons choix, les bonnes règles nutritionnelles qu'on leur demande de prendre. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'ils prennent une pastille verte, une pastille rouge, une pastille bleue pour qu'il y ait les groupes d'aliments qui soient représentés, mais la réalité, c'est qu'ils prennent les frites et le chocolat et ils savent parfaitement qu'il faut une transgression. Et donc cette transgression peut aller avec les filles, on a des données en particulier, pas seulement, avec un sentiment de culpabilité. Donc très tôt, on les dresse en somme à transgresser des règles qu'ils ne sont pas en mesure de suivre, et puis on ne voit pas pourquoi ils les suivraient, etc. Donc alors, ça peut être des troubles du comportement alimentaire, comme ça peut être le versant obésité. Je veux dire, c'est une perte de culture. Manger en 20 minutes dans un vacarme abominable, je veux dire, ça n'a aucun sens. Rendre des gamins de 10 ans responsables de leur bon choix alimentaire, excusez-moi, mais éducation, je veux bien, mais il faut être un petit peu réaliste. Et je pense que réfléchir à de nouvelles formes contemporaines de restauration commensale, ou en tout cas avec une dimension sociale de préférence, et avec une importance aussi grande accordée au contenu de l'assiette en termes gustatifs et pas seulement nutritionnels, à quoi ça sert d'avoir la qualité nutritionnelle si personne ne mange le plat ? Je veux dire, c'est quand même très longtemps ce qui a été fait. Donc, on a là vraiment un exemple typique. Donc, réfléchir à l'aménagement urbain, à l'aménagement du territoire, à l'équipement, aux stratégies vis-à-vis de l'automobile, vis-à-vis des formes de distribution, vis-à-vis de l'habitat, tout ça, ça implique un certain nombre de choix économiques et politiques. Et je pense que l'alimentation, c'est vraiment quelque chose qui est au centre de tout ça. Et si on réfléchit à partir de l'alimentation, à partir de la santé, à partir de ces enjeux que sont l'obésité et autre chose, il faut réfléchir de façon multidimensionnelle et il faut réfléchir en termes d'écosystèmes alimentaires. Nous vivons dans des écosystèmes plus ou moins artificiels et dont nous avons plus ou moins la maîtrise, et c'est comme ça qu'il faut penser les choses au plan local, à l'ouest ou au nord, et au plan global aussi. Il faut peut-être aller plus loin que réfléchir en termes de production. On parle tout de suite de comment faire pour augmenter la production et la productivité des agriculteurs pauvres, etc. Les émeutes de la faim, c'est dans les villes. Et c'est des affaires de prix, c'est des affaires de distribution, c'est des affaires de schémas de consommation alimentaire, d'attentes, de demandes qui évoluent, qui changent, et qu'on a tout de suite tendance à dire occidentales parce qu'il y a certaines consommations qui augmentent au détriment d'autres, etc. Tout ça est beaucoup plus complexe et il faut arriver à voir les usages, les formes de consommation, les formes de commensalité ou pas de commensalité pour arriver à penser la situation dans son ensemble de façon vraiment globale. Et je dirais, il ne suffit pas d'augmenter la production pour résoudre les problèmes. L'alimentation ne peut pas se penser autrement que de manière complètement transversale, globale. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je dirais, vous pouvez augmenter certaines productions et constater que la consommation ne suit pas, constater que les préférences, les aspirations, les attentes vont dans un autre sens.
Bref, il faut aller regarder la réalité des usages qui sont faits par les mangeurs des produits et comment ça évolue. Dans le monde urbain, dans le monde rural, dans les catégories sociales favorisées, défavorisées, etc. Je veux dire que ce sont des écosystèmes qui sont aussi complexes d'un côté que de l'autre, sur le plan alimentaire.